Les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Ce canal, vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec l'analyse de Jungfrauban Holding AG. Donc ce sont des chemins de fer suisses. Un petit dossier atypique, assez défensif. On regarde tout de suite le cours de l'action. On voit que c'est finalement assez oscillé sur 10 ans. Donc c'est pas mal, on est à 192 francs suisses. On a bien rebondi suite, alors là, de quoi il s'agit? Est-ce qu'on a eu une publication de résultats? Est-ce que c'est la guerre commerciale? Il faut aller voir. En tout cas, on est toujours sur un cours en progression, ça c'est encourageant. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires, avec une médiane de croissance du revenu de 6,1%. Donc c'est une croissance plutôt moyennement élevée, modérément élevée, c'est sympa. Donc on a eu un rattrapage post-pandémie ici. Donc sur 2022-2023, on a eu une forte croissance. Ça commence à se stabiliser, à se normaliser, ce qui est relativement ce à quoi on pouvait s'attendre, vu le rattrapage qu'il y a eu ici. Alors, il n'y a pas d'acquisition à signaler pour cette entreprise, normal. Sur les chemins de fer, c'est plutôt mature, c'est plutôt stable, c'est plutôt des monopoles naturels. Donc c'est ça le mot de ce genre d'entreprise, c'est que c'est une infrastructure. Et il n'y a pas de doublon d'infrastructure pour les chemins de fer, donc un opérateur ça suffit. On va regarder l'évolution des taux de marge pour relativement stable sur les 10 ans écoulés. En taux de marge brut, on est à 66,4%, donc ça c'est plutôt bon. On est sur un niveau d'avantage concurrentiel, on fixe les prix comme on veut, mais j'imagine que c'est un peu régulé aussi, ces prix, donc à vérifier. Mais ça reste très bien. On est bien parallèle, on suit bien cette évolution en taux de marge d'EBITDA, donc on maintient l'efficience opérationnelle sur la période écoulée, ça c'est très bien. Toutes les marges d'ailleurs sont impactées sur cette période-là, mais vous pouvez imaginer pourquoi. On était sur les chemins de fer, il y avait plus de voyages, donc forcément ça a impacté les marges. Le taux de marge net, pareil, il suit bien le taux de marge d'EBITDA, donc on maintient l'efficience financière et fiscale. On est à 25,7% en taux de marge net, c'est très élevé, donc on est sur un dossier très bien géré, très qualitatif. Ensuite, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, les free cash flow sont beaucoup plus bas que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça vient? On n'est pas forcément impacté par la variation du BFR. En cumulé, on n'a que 67 millions de décalage, donc pas d'impact ici. Est-ce que ça vient des CAPEX? Oui, on a 1 milliard de CAPEX en plus, et donc ça vous explique cette différence. Donc on est évidemment sur une entreprise qui est intensive en capital, donc on continue à dépenser de plus en plus que ce qu'on déprécie comme actif. Donc ça impacte les free cash flow. Pour valoriser l'entreprise, et si on veut être conservateur, il vaudra mieux utiliser les free cash flow si elle n'est pas trop endettée. On continue avec le rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle. On est à 7% en médiane, un niveau convenable pour une entreprise intensive en capital. On est sur 9% à la dernière publication, donc ça c'est bien. On est sur une bonne rentabilité qui est supérieure à la croissance, donc ça va nous permettre de dégager de plus en plus de cash. Pour l'instant, vu qu'on a absorbé quelques années de forte croissance, on a dû peut-être potentiellement s'endetter pour développer l'appareil industriel, mais avec une rentabilité qui commence à être plus élevée que le taux de croissance, on va pouvoir commencer à dégager du cash. On va regarder l'endettement de la société. La dette est en train de baisser, donc c'est bien. Ça c'est aussi le signe que c'est grâce à la rentabilité qui monte. Donc on est sur une dette qui est quasiment nulle. On a quasiment pas de dette, donc on pourra la négliger dans la valorisation. C'est excellent. Ensuite, on va regarder la rémunération de l'actionnaire. On est sur un dividende de 37 millions de francs suisses. Le rendement de l'actionnaire à 1,97%, il y a un peu de rachat d'actions. C'est pas fantastique comme rendement de l'actionnaire, 2%, mais bon, c'est toujours ça de prix. En tout cas, on a les moyens de verser ce dividende-là, puisque on n'est pas à la moitié des free cash flow, on est à moins de la moitié des free cash flow, donc on a de la marge pour l'augmenter même un petit peu, ou en tout cas le maintenir à ce niveau-là. La valorisation du groupe, on va se mettre en price sur free cash flow, et si on regarde la valorisation, alors la médiane c'est 28,5, c'est quand même hyper élevé, et à l'heure actuelle on a 12,9, donc forte décote sur le dossier. La question c'est de savoir pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est surtout parce que les free cash flow sont en train de monter. On avait une période, ici on a une période de dizaines de free cash flow, mais c'est normal, la période était exceptionnelle.
mais maintenant les free cash flow commencent à monter assez structurellement. On est même au-dessus de avant 2020 en termes de free cash flow. Donc je pense qu'on va être sur une société qui commence à augmenter grâce à son augmentation de la rentabilité opérationnelle. Elle va pouvoir augmenter ses free cash flow tranquillement, augmenter la rémunération de l'actionnaire, et du coup ça fait baisser le multiple. Conclusion du dossier, bon petit dossier défensif, c'est pas mal pour s'exposer au franc suisse en plus, une monnaie solide si vous êtes un investisseur zone euro, donc pourquoi pas allez creuser de votre côté ce dossier, je pense qu'il a toute sa place dans une watchlist. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.